Madame Okemba, qu'est-ce qui vous anime pour faire toutes ces actions au Congo, à la fois pour des enfants, pour des femmes, parfois même pour des hommes? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous motive pour faire tout ce que vous faites depuis plusieurs années? Ce qui m'anime, c'est tout simplement l'amour que j'ai pour mon prochain, l'amour que j'ai pour ces enfants qui sont abandonnés et qui n'ont où aller, qui n'ont personne pour leur donner de l'affection, parce qu'ils ne sont pas que dans les orphelinats, ils sont aussi dans la rue, des enfants abandonnés, on peut dire. Et l'amour que j'ai pour apporter quelque chose à ces femmes qui sont en détresse et qui n'arrivent pas à trouver une issue. Voilà. Et c'est quelque chose qui est fait avec les cœurs, je l'ai dit tout à l'heure. Il n'y a pas de simulation à ça. C'est quelque chose de naturel. Donc, pousser les enfants, les encadrer, les pousser à devenir des hommes, et les femmes, leur apprendre aussi à s'autogérer, se prendre en charge et à connaître leurs droits, et aussi à savoir que si je n'ai pas de mari, si je n'ai personne pour mes enfants ou pour moi-même, voilà ce que je peux faire avec très peu, et je parle en termes d'argent, et aussi de la matière dans la tête, parce que quand elle aura appris ses droits, elle va se lancer. Pourquoi les femmes et les enfants, Madame Okemba? Pourquoi cette priorité aux enfants et les femmes? Mais écoutez, les enfants, les femmes, ça ne peut être qu'une priorité. Ce sont des personnes vulnérables. Ils ont besoin d'être sécurisés, d'être aidés, se sentir entourés. Et puis, je veux faire une parenthèse en disant que il n'y a pas que les femmes, les hommes aussi ne sont pas exclus pour autant. Parce que de la femme naît l'enfant, fille, garçon, mais le garçon devient homme. Et l'homme devient père. Et du coup, c'est une façon d'aider une famille. Une famille, qu'elle soit une vraie famille ou pas. On aide le père, on aide la mère à pouvoir encadrer son enfant. Et pour les orphelins, il y a des encadreurs pour ça. Qu'est-ce que vous pensez de ces enfants, de ces jeunes qui traversent les océans au gré de leur vie pour aller en Europe? Les dirigeants font tout pour arrêter ça. Mais vous savez, ce sont des jeunes qui parlent avec d'autres jeunes en Europe, en Amérique, j'en passe. Et pour eux, c'est un rêve qu'ils doivent réaliser. Mais ils ne connaissent pas le dessous de la réalité. Ils ne connaissent pas ce qu'il y a derrière. Pour moi, les enfants doivent rester ici. Et pour ceux qui veulent aller de l'avant, c'est-à-dire aller à l'université, ces enfants-là, après avoir obtenu un diplôme, ils sont adultes. Ils peuvent voir le pour et le contre. Ce n'est pas les opportunités qui manquent dans nos pays. Dans notre pays, le Congo, et dans d'autres pays de l'Afrique, c'est quand même désolant, c'est dommage. Mais ces enfants, je ne sais pas, les parents n'ont pas été à l'école, mais la base d'un enfant, c'est l'éducation qu'on lui donne. J'ai suivi un film, ils étaient une trentaine, je pense 33. C'est un film qui dit la réalité de comment ça se passe dans les océans, mais ils sont restés 3 à bord. Alors, je n'ai pas voulu voir la fin du film, mais je pense qu'ils ont tous péri. C'est pour cela qu'on a vu dans beaucoup d'actions, vous offrez des ordinateurs
Parce qu'un ordinateur, c'est vrai que pour une famille qui n'a pas les moyens, c'est quelque chose d'onéreux, mais aujourd'hui, c'est presque important pour l'éducation, pour aller de l'avant. Donc, vous accordez beaucoup d'importance aux outils d'éducation pour les écoles, pour les jeunes. Et quelque part, on a vu dans plusieurs actions où vous dites que vous faites ça pour pousser à l'excellence et que ceux qui ont des bonnes notes, on montre qu'ils ont des cadeaux, ils ont du mérite et qu'ils donnent envie aux autres de se battre pareil. C'est un peu ça l'histoire, non? Oui, c'est un peu ça l'histoire. Vous l'avez résumé à ma place. Donc, je ne sais pas si je dois encore parler, mais je me dis aussi qu'avec cette avancée de la technologie, c'est-à-dire le numérique, c'est pour que les enfants se disent: moi j'ai un ordinateur, c'est lui qui est à Paris un ordinateur, le même que le mien. Ben, celui qui est, je ne sais pas, à Madagascar a un ordinateur, aux États-Unis. Donc, qu'est-ce que je cherche de plus? Mais moi, je me base sur mon ordinateur et j'apprends. J'apprends pour arriver à l'excellence. Parce que les orphelins ou les enfants qui sont dans des coins enclavés de notre pays, ils excellent plus que ceux qui sont en ville ici. Je vous assure. Ils excellent. Ils ont des meilleures notes, de meilleures moyennes. Nous avons une école primaire au village que nous avons créée et qui porte le nom de notre défunt fils. Ces enfants-là savent qu'ils ne pourront pas aller ailleurs parce que c'est ce qu'on leur inculque. Et c'est ce que j'inculque aux enfants qui sont dans les orphelinats. Je leur dis: ne vous levez pas. L'avenir, c'est ici. Parce que quand vous allez et que vous arrivez aux portes de ceux qui doivent vous recevoir, parce que c'est votre rêve, et quand vous arrivez à cette porte-là et que vous voyez des gens venir vous prendre et vous mettre sous les chapiteaux ou dans un camp en attendant que vous soyez logés correctement, on vous apporte à manger, des couvertures, j'en passe. Mais après, vous allez voir la réalité. Ça ne va pas être facile. Vous n'arrivez pas tout de suite et vous commencez un travail pour ramener, comme nous en avons l'habitude en Afrique, vous envoyez de l'argent aux parents qui sont démunis et qui attendent parce qu'ils disent: ah, mon fils est arrivé en Europe, ah, ma fille est arrivée aux États-Unis. Je leur dis: c'est pas vraiment ça. Moi, j'ai jamais été. D'aucuns diront: ah oui, peut-être elle dit ça parce que mais ses enfants. Non, on ne va pas aller dans ce sens-là. Il faut aider les autres à comprendre la réalité. Nous, on a touché la réalité du doigt et on sait. Quand un enfant devient adulte, il dit: bon, moi je vais aller faire mes études à Lille, par exemple, à l'université de Lille, il va. S'il va aller aux États-Unis, il y va. Mais ce n'est pas pour commencer à aller commander ou dormir dans la rue en plein hiver. Il y a 4 saisons là-bas. Donc, je pense que, pour ma part, nos enfants doivent rester ici. Ceux qui pensent qui veulent aller à l'aventure, qui traversent les océans et qui y restent au lieu d'arriver à destination. Je pense que c'est vraiment, ça fait mal au cœur. Je vous ai dit que je n'ai pas voulu voir la fin du film qui nous disait même la réalité. Que ces enfants, ces jeunes, même des vieux étaient à bord de cette pirogue avec des vagues très fortes. Mais je me dis: mais les 3 là, ils ne vont pas survivre. Parce que j'ai imaginé déjà la fin de... C'était trop atroce. Ils n'avaient plus à manger. Ils n'ont pas su faire des provisions comme il faut. Ils n'avaient plus à boire. Heureusement qu'il y avait la mer. Et quand quelqu'un s'inclinait comme ça pour prendre de l'eau, paf, en pleine mer. Les autres étaient obligés de continuer. Donc voilà, moi en tant qu'Africaine, en tant que mère, je pense
que il faut éduquer les enfants dans ce sens-là. Et c'est ce que moi j'ai fait avec des orphelins. Parce qu'il ne faut pas que les gens rêvent trop de ce qui n'est pas réel. Alors justement, Madame Ankemba, vous êtes sur plusieurs fronts. Les orphelins, les écoles, l'éducation, les femmes, les jeunes filles. On a vu aussi des centres de formation, des ateliers, des bâtiments pour les femmes des militaires. En fait, ça fait beaucoup de... il y a énormément de besoins, certainement. Il y a énormément de choses. Quelle est l'action qui vous a le plus marqué, qui vous marque le plus? Vous sentez une certaine sensibilité particulière par rapport à tout ça? Ah oui, les actions, j'en ai mené plusieurs d'ailleurs, et surtout en coulisses. C'est ça. Je vous parlerai d'un petit garçon de 3 ans dans un orphelinat que j'étais en train de gérer. Et cet enfant-là était jumeau. Donc 2 enfants. 2 enfants. Jumeaux. Jumeaux. Mais on m'a présenté celui-là. Et c'est quand je pose la question, mais où est son frère ou sa soeur, puisqu'ils sont jumeaux, on va me montrer son frère. Et cet enfant avait traîné depuis longtemps une hernie ombilicale. Parce que quand je l'ai vu, il était pas torse nu, il avait une chemise mais qui n'avait plus de boutons. J'ai demandé, mais pourquoi son nombril est comme ça? Ah, maman, on en profite même pour vous dire, maman, vraiment, c'est Dieu qui a permis ça, que vous voyez de vous-même. On en profite pour vous dire que l'enfant là est très malade. Les médecins nous ont déjà fait un bulletin et bon, on n'a pas de moyens et tout ça là. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut l'opérer. Je dis bon, demain on va à l'hôpital. On est allé à l'hôpital et l'enfant a été ausculté par les médecins, les chirurgiens, les médecins généralistes. C'était une équipe de médecins chinois. Et ils ont dit, bon, il reste ici, on le prépare, on ouvre demain. Parce qu'on ne peut pas attendre, on ne peut plus attendre. Mais avant d'y aller, j'ai demandé aux bonnes sœurs oblates, religieuses oblates, qui tenaient l'orphelinat, je leur ai dit, dites-moi, c'est vous qui m'avez posé le problème de cet enfant. Il est orphelin de père, bel et bien orphelin de père et de mère. Oui. J'ai dit donc, c'est l'enfant de Dieu. L'enfant d'autrui de Dieu. Est-ce que, quand ça marche, c'est bon? Quand ça ne marche pas, c'est le ciel qui va me tomber sur la tête. Vous êtes sûr qu'on peut y aller? Ils ont dit, oui, on peut y aller, maman, parce qu'ils souffrent trop. Ok, d'accord, on est parti. Et le médecin a dit ce qu'ils ont dit. Ils ont donné un programme, le lendemain on est arrivé, et il fallait intervenir. J'ai demandé à assister à cette opération. Parce que moi, la vue du sang me donne des vertiges. J'arrive pas. Mais je ne sais pas comment j'ai tenu. J'étais en prière. J'ai dit, mon Dieu, il faut que j'y arrive. Il ne faut pas que j'échoue. Il faut que cet enfant vive. Il est innocent. Il n'a personne. Et on m'a donné, on m'a fait porter une blouse, on m'a désinfecté, on m'a fait porter une blouse, des chaussons de l'hôpital. J'ai tremblé de tout mon corps, je ne peux pas vous dire, j'ai tremblé de tout mon corps et à la vue, c'est-à-dire ce que j'ai vu, je vous épargne ça. Je me suis dit, on va encore récupérer ça, remettre en place, est-ce que ça va aller? Et ça s'est très bien passé d'ailleurs. Et je leur ai dit, est-ce que je peux sortir? Parce que ma tête commençait à tourner. Et en sortant, j'ai titubé comme quelqu'un qui avait pris un verre de trop. Et je suis allé m'asseoir dans la chambre qu'on avait affectée à l'enfant. Quelques minutes après, on m'apporte l'enfant. Je le prends dans mes bras. Je pleure. Je pleure parce qu'il a envie.
Et je lui dis, Koumou, il s'appelle Koumou. Il s'appelle Koumou. Koumou, Koumou, hein? Je dis, ça va? Regarde à gauche, à droite. Je lui dis, t'inquiète pas, nous sommes dans un hôpital. On a des gens enlevés. Ton gros nombril. Tu vas être un beau garçon. Il n'y a aucun problème. Et on est resté longtemps là. Et quelques temps après, j'avais décidé en fait qu'au sortir de là, parce que le médecin m'avait dit, Madame, c'est un orphelinat qui va s'occuper de cet enfant, de sa plaie, le ramener pour les pansements. Il faut que ça soit une personne du service sanitaire. Je dis, ah non, aucun problème. La dame qui m'accompagne, elle est du social, dans mon association, et elle est infirmière chez vous ici. Ah, super. Il ne va pas à l'orphelinat. Hein. Je dis, ok, on va. Je suis sorti, j'ai parlé avec le bonne sœur, je leur ai dit, bon, elle va aller chez la dame, parce qu'elle est pour avoir, si la plaie sointe, si l'enfant a mal, il a mal dormi, c'est la personne habilitée à pouvoir expliquer au médecin ce qu'il en est réellement. C'est entendu. Mais au bout de 3 semaines, c'était des problèmes. Non, il faut nous le remettre, non, il faut nous remettre notre Koumou et tout. J'ai dit, non, mais on s'est entendu. C'est pas sain, votre orphelinat. Je ne peux pas. Je ne peux pas. On est allé jusqu'à 2 mois et demi quand même. Et puis après, il fallait que je lâche prise parce que la pression était tellement forte. Mais j'ai voulu savoir, j'ai cherché à comprendre pourquoi cette pression. Tenez-vous bien, tenez-vous bien. C'est là que je découvre que cet enfant n'est pas orphelin. Il n'est pas orphelin du père ni de mère. Et plus grave, cet enfant fait partie de la famille des sœurs oblates, des religieuses oblates qui tenaient l'orphelinat. Dites-moi, quel sentiment vous pouvez avoir, vous-même qui me posez la question, quel sentiment vous pouvez avoir? Mais je me dis, au moins j'ai sauvé une vie. Ça, c'est quelque chose de fabuleux que j'ai pu réaliser. La deuxième chose, je peux vous parler du recensement des orphelinats, parce que quand j'ai commencé à aller dans les orphelinats, il y en avait des bons, des moyens, d'autres qui étaient comme des sources d'intérêt pour ceux qui les tenaient, et puis je n'accuse personne, mais d'autres carrément des mouroirs. Les enfants sont à même les seuls. Ils disent qu'ils les ont recueillis pour leur donner une meilleure vie, mais ils sont... La fondation ne peut pas tout faire. L'association Femmes ne pleurent pas à l'époque ne pouvait pas tout faire à elle seule. Mais on essayait d'apporter quelque chose pour que les enfants se sentent vraiment en sécurité, à l'aise, entourés. Mais j'étais déçue. Déçue. Je me suis réjouie à l'idée que j'ai sauvé une vie. Le recensement, en soi, il a donné de bons fruits. On a pu répertorier des trucs. Et c'est comme ça que nous nous sommes arrêtés à 10 orphelinats. Parce qu'on s'est dit, on va aller là-bas, on donne, mais on ne voit rien. On ne voit pas du concret. On va ici, on dépose. Le lendemain, il n'y a plus rien. Les enfants n'ont même pas du lait pour leur petit déjeuner et vous avez déposé des sacs de lait. Vous avez déposé des boîtes de lait en poudre et du sucre. Juste ça pour les enfants qui sont en bas âge. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup poussé, qui m'a poussé à aller plus loin. Et après, je me suis dit, je m'arrête à 10 orphelinats parce qu'ils répondent quand même aux critères exigés. Troisième chose, ça va être quoi? Les femmes. À l'époque de l'association des femmes ne pleurent pas, j'ai créé une association, j'ai créé
quelque chose comme un petit micro-crédit. Et ces femmes, comme elles étaient nombreuses, Ah, mais d'accord. des femmes en détresse. En tout cas, en détresse. Des femmes soit abandonnées, et des femmes veuves, des femmes qui n'avaient rien de rien pour commencer. Parce qu'ils m'ont dit, oui, maman, vous nous dites, bon, le droit de la femme, il faut connaître ça, il faut connaître. Vous nous demandez de nous lever et tout ça, d'être debout. D'accord, si les femmes sont debout, le monde bouge. Ok, on comprend. Mais on va commencer ça avec quoi? Je dis, ok, ça va. Et on s'est réunis, on a donné, l'association a pu remettre, on avait un peu d'argent quand même, on a pu remettre de l'argent à chacune d'entre elles. On regardait selon la demande. On a donné 100 000 à certaines, 50 000 à d'autres. L'idée, c'est qu'elles démarrent un projet qui leur permette de vivre. C'est ça, un commerce, quelque chose comme ça. C'est pas juste pour acheter de la nourriture ou des Non, c'est pour démarrer quelque chose. un commerce. Et le commerce, c'est pas des grandes choses. C'est bon, moi je vais commencer avec un sac de cacahuètes que je vais griller, mettre dans les bouteilles devant une table, sur une table devant ma maison, où je paye une table au marché. Et bon, moi je voudrais vendre des bananes comme les mamans d'hier. Vous avez vu comment elles étaient en extase parce qu'elles vendent ces bananes et elles reçoivent de l'argent en retour. Et après, si elle a commencé par une botte, avec ce qu'elle aura reçu, elle peut arriver jusqu'à 3 bottes. 3 régimes de bananes. Je ne parle pas de bottes, excusez-moi. 3 régimes de bananes. Donc, il y en avait une panoplie. Je veux faire les beignets. Ah non, moi, j'aimerais vendre de la viande. Je vais commencer par un quartier de bœuf, de viande de bœuf. Ok, ça coûte combien? Et on donnait en fonction de leur demande. Et aujourd'hui, je sais, parce que après, je leur ai demandé de revenir, et il y en a eu qui m'ont dit, ah maman, le commerce est tombé. Pourquoi? Parce que je puisais tout là-dedans, pour mes enfants. Mais toi, tu n'es pas une bonne gérante. Non, moi, je suis passée à autre chose. Aujourd'hui, j'ai commencé avec les beignets. Là, je suis passée à autre chose. J'ai fait 2 choses à la fois. Ça faisait plaisir. Mais après, il n'y a pas eu de retour. Moi, je me dis, je les ai aidés. Je les ai aidés. Elles sont dans la nature. Je ne sais pas ce qu'elles sont devenues parce qu'elles ne reviennent plus au siège de l'association pour dire ce qu'elles sont devenues. Je ne leur en veux pas, mais au moins, je les ai aidées. Vous voyez? Je voudrais parler de Charlène, parce que ça aussi c'est un cas, la fille que nous avons vue hier, il y a cette histoire, vous avez regardé la presse ou la télé, où il y a une alerte sur une fille qui avait des soucis, c'est parti d'un mal de dents. Vous pouvez nous raconter un peu l'histoire, comment ça s'est passé? Oui, j'ai appris l'histoire par un des membres de mon bureau, déjà qui est même présent ici. Donc, il y a un monsieur, c'est un journaliste. Il n'est pas à sa première annonce en SOS. Il a lancé un appel à toute personne de bonne volonté parlant au nom de Charlène. Charlène elle-même, elle a parlé en disant que ils étaient tellement démunis qu'ils ne pouvaient pas payer cette somme-là pour être guéris. Parce qu'elle se disait, si je donne cette somme d'argent à l'hôpital chinois, on est dans le sud du Congo, précisément à Kayi. C'est bien ça. Alors, la fille, la jeune dame, elle a parlé, c'était tellement... Déjà, l'image, pour la soutenir, c'est difficile. C'était difficile. Et moi, j'ai appelé ma secrétaire générale par intérim, je lui ai dit,
Tu m'as parlé de cette histoire, j'ai vu ça de mes propres yeux. On fait comment tu peux joindre la personne? Et je n'aimerais pas qu'on fasse une troisième opération à cette fille là-bas. Parce qu'on en a déjà échoué. On a échoué à 2 opérations. Et la fille a joué complètement déchiquetée. Ils se sont vraiment, je sais pas, je peux dire, ils se sont amusés à ouvrir la joue pendant que c'est une tumeur. Au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas, on est à quel stade. En tout cas, je lui souhaite le meilleur, cette fille. Elle a le droit de vivre. Donc, c'était 600 000 francs qu'on demandait. J'ai dit, bon, elle vient ici, on a des plateaux, les médecins d'ici peuvent la suivre. Et c'est comme ça qu'on l'a amenée dans cet hôpital-là. Et j'aimerais dire qu'elle a été prise en charge par les médecins aussitôt. On a fait le bilan, le premier bilan, et on a prescrit des bulletins d'examen. Elle a fait son scanner déjà, je pense, hier. On a fait une biopsie pour en savoir plus où elle en est avec cette tumeur. Donc, du coup, comment rester insensible à un appel pareil? C'est pas possible. Là, au jour d'aujourd'hui, on est à plus de 600 000 qui ont été demandés au village là-bas, avec tous les examens qu'on a prescrits par le médecin. Mais c'est rien du tout, parce qu'on les dépense tous les jours. Tous les jours. Parfois pour des choses inutiles, quoi. Ça m'a fait tellement mal. J'en ai eu même des larmes aux yeux. J'étais obligée de retenir mes larmes parce que... Parce que femme ne pleure pas. Femme ne pleure pas. Voilà, vous l'avez dit. Femme ne pleure pas. Mais nous, on ne dit pas femme ne pleure plus parce qu'il n'y a que lui qui peut arrêter sécher toutes les larmes. On essaye de porter une pierre à l'édifice en faisant ce qu'on fait. Et je pense que Charlène doit vivre. Par la grâce de Dieu, Charlène doit vivre et elle pourra témoigner. De la grâce de son Dieu et pas du nom de la fondation Femme ne pleure pas. Je l'ai fait parce que je vous ai dit tout à l'heure, tout simplement par amour. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on vous appelle maman? C'est arrivé comment cette histoire de maman? On vous a toujours appelé maman depuis que vous êtes jeune? Oui. C'est vrai? Depuis que je suis jeune fille, on m'a toujours appelée maman. Et un jour, je me suis retournée vers ma mère, qui était déjà veuve. Je lui ai dit, maman, est-ce que c'est normal qu'à mon âge, les vieilles mamans là m'appellent maman? Les vieux papas là m'appellent. Je dis, non, mais ils sont en train de... C'est pas possible. Il me dit, oh, assieds-toi ma fille. Écoute-moi. Je dis, non, mais c'est pas possible. J'arrive ici, maman. Je veux la maman. Je comprends pas. Même les hommes. Il me dit, je vais t'expliquer la signification de maman. Donc ça a un sens. Et quand... Ça a un sens. Quand elle m'a expliqué, c'était des actions que je menais aussi en étant jeune fille. En étant jeune fille, j'allais dans des parcelles qui n'étaient pas clôturées. Je voyais les vieilles mamans assises parce que j'étais quand même une fille gâtée par mes beaux-frères, par mes sœurs. Donc, je suis allée... je travaillais pendant les vacances et j'avais un peu de sous. Donc, j'allais voir la maman là. Et je lui appelle Coco. Coco, ça veut dire grand-mère. Oui. Il me dit, maman, beauté maman et tout. Je dis, dis-moi, tu as mangé aujourd'hui? Ah, regarde, j'ai même pas un seul manioc. Bon, moi je repars. Je lui trouve l'argent du manioc. Je lui dis, bon, ça tu peux acheter un morceau de poisson salé pour manger avec. C'est quelque chose d'inné. En fait, c'est quelque chose d'inné. Et plus je grandissais, plus voilà, ça fait des marques en moi. Et mais maman, et les gens, ils sont là de l'association. Et c'est à elle-même qu'il faut poser la question. C'est vrai. Ou aux gens de la rue, pourquoi on m'appelle maman.
Parce que répondre à une question pareille, c'est... Mais je vous ai répondu à la question de savoir si ça commençait dans mon enfance. Oui, ça commençait dans mon enfance et je ne me rendais pas compte. Mais là où c'est très émouvant quand on vous appelle maman, c'est quand on voit ces jeunes orphelins qui vous appellent maman. Parce que vous êtes la maman qu'ils n'ont pas eue. Et ça, on a vu qu'il y a un lien très fort entre vous et elles quand elles viennent dans vos bras. Et qu'elle pleure. Ah oui, et qu'elles pleurent. Et que vous retenez vos larmes parce que c'est pas facile. Ouais. Je ne sais pas quel sentiment vous avez quand vous voyez ces filles qui viennent vous enlacer comme ça. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête, dans votre cœur, chez vous? Comment ça marche? Mon Dieu, si je pouvais leur donner le ciel et la terre à ces enfants, si je pouvais les prendre avec moi dans ma maison, il n'y aura pas assez de place. C'est pourquoi on est sur ce projet-là de maison de famille où j'ai un terrain, j'ai un grand domaine et avec votre aide, avec l'aide de certaines personnes, je pense qu'on pourra y arriver de construire un orphelinat de référence. Et cet orphelinat de référence va se charger d'aller cueillir des enfants qui ne sont pas vraiment pris en charge comme tels dans les orphelinats, avec l'aide du ministère des Affaires sociales. Parce qu'elle voit, la ministre voit, elle connaît, elle touche la réalité du doigt, elle connaît et pourra nous sécuriser pour que ces enfants-là viennent dans un milieu sain. Un milieu qui va leur apporter de l'affection, de l'avenir, un milieu où ils vont apprendre un métier. Parce qu'à côté de ça, il y aura un bâtiment, des menuiseries, de couture, j'en passe. Les enfants sur place, dans leur milieu, ils vont apprendre un métier. Mais c'est un sentiment... Je suis un peu perdue parce que je ne peux pas leur donner ce dont ils ont besoin, et totalement. Tout ce que vous avez envie de leur donner, en fait. Oui, tout ce que j'ai envie de leur donner, voilà. Parce que je n'ai pas assez de place. Mais j'ai de la place. Mais on va commencer petit à petit, comme je vous ai dit, pour une maison de famille, afin que ces enfants se sentent vraiment... Parce que les jeunes filles, je ne sais pas où elles en sont, à leur âge, il y a des ados, il y a celles qui ont dépassé largement la majorité, mais il faut qu'on sache, est-ce que ça va? Est-ce qu'ils ont besoin d'autre chose? C'est un peu ça, mais c'est tant d'amour que ces enfants me donnent et que je leur donne, mais je ne peux pas tout leur donner. Madame Okemba, vos actions ont dépassé les frontières du Congo puisqu'on vous a découvert en France, on a regardé, on voulait savoir qu'est-ce qui se passe dans l'humanité en Afrique et on est tombé sur quelques actions, mais les vôtres étaient flagrantes. Quand on a vu ça, on s'est dit « Wow, cette dame, il faut qu'on la rencontre, il faut qu'on voit ». Et en fait, ce sont des actions qui étaient un peu dispersées, mais quand on les met bout à bout, on se dit « Mais c'est un combat de toute une vie ». Alors, vous avez parlé tout à l'heure des problèmes des migrants. Vous voulez retenir effectivement tous ces jeunes ici, pour eux d'abord, pour leur carrière, pour leur dignité. Vous voulez aussi aider ce pays à se construire avec ses propres jeunes. Donc, et en même temps, je pense que quelque part, avec vos actions, vous rendez aussi service à ces pays qui crient on a trop de migrants, on a des problèmes avec ça. Donc, vous réglez finalement ce problème. Qu'est-ce que vous pouvez attendre de la France, de l'Europe en général, donc des acteurs qui peuvent avoir des responsabilités ou des décideurs européens, sachant qu'il y a beaucoup de gens en Europe qui veulent aider, qui veulent participer, mais ils ne savent pas comment, donc ils veulent participer. Vous êtes, je dirais que ce qu'on peut chercher aujourd'hui, ce que je recherche, ou la Fondation recherche, c'est des partenariats. C'est de l'aide pour ceux qu'ils auront vu, ceux qu'ils auront touché du doigt, et vous en êtes des témoins oculaires. Vous avez vu, vous êtes venus sur place. On ne peut pas demander mieux.
on a toujours besoin d'aide. On a besoin d'aide et puis ça va nous amener à réaliser certaines choses que nous-mêmes, en tant que fondation, sans subvention, on ne peut pas faire. On se serre le coude, on dit à nos enfants qui vont à l'aventure. Je parle de ceux qui vont à l'aventure. Écoutez, n'y allez pas. C'est pas ce que vous croyez. C'est pas ce que vous voyez sur Internet, sacré Internet, qui nous a amené des problèmes aujourd'hui. Les enfants pensent que tout ce qui est dit là-dedans est vrai. C'est vraiment dommage. Donc, on fait au mieux pour que ces enfants prennent conscience, voient comment les autres, à travers Internet, qui suivent plus ce genre d'aventure, ils se disent « Ah non, moi ça, je ne peux pas tenter ». Ils ont échoué en pleine mer, en plein océan. Mais plus nous cherchons les partenariats, nous cherchons de l'aide. Je vais vous raconter quelque chose. À l'époque de l'association des femmes de Pleurs Plein, je travaillais avec un grand monsieur, un grand homme, avec un cœur en or, Jean-Pierre Claverie, de l'hôpital de Marseille. Le monsieur avait mobilisé tout son staff et des amis pour aider l'association. Parce qu'il venait ici et il a vu, on est allé dans les orphelinats, il a même pleuré. Il a pleuré, ces messieurs. Et il a demandé une chaise parce qu'il n'en pouvait pas. Il n'en pouvait plus. Et il me dit non, ma sœur, comme il savait m'appeler, ma sœur, il m'appelait comme ça, ma sœur, on va t'aider. Quelques jours après, il m'appelle. Il me dit, on va faire un truc, on va essayer, mais je crois que ça va marcher. Il me dit, tu connais les casinos? J'ai dit, oui, je connais les casinos. Il dit, bon, ces messieurs qui sont dans des casinos, dans ces casinos-là, qui vont, qui les fréquentent, tous les week-ends, ils sont bourrés d'argent. Ils ne savent pas quoi en faire. C'est cette couche de société qu'on va toucher. Toi et moi. Voilà ce qu'on va faire. Je ne sais pas, j'étais pas... je suis d'aller à l'école. Je n'étais pas préparée à faire un truc où, bon, aujourd'hui, on peut me dire, on parle en vidéoconférence, ainsi de suite. C'était pas à l'époque. On avait des petits téléphones comme ça. Il s'est arrangé, il m'a dit, à 6h du matin, quand ils sortent de leur casino, il faut lancer un message. Le message a été lancé. Et je suis restée, je ne sais pas si le message était parti ou pas, je suis restée sans suite. Et après, il m'appelle. Il me dit, chapeau. Je lui dis, pourquoi? Il me dit, mais ils ont écouté ton appel à l'aide et tout. Je vais te rappeler. Et quelques temps après, il me rappelle, il me dit, ma sœur. Parce qu'en me disant ça, il m'a dit, je préfère gérer cet argent. Cet argent qui viendra de ces donateurs. J'ouvre un compte au nom de l'association et ils vont verser cet argent-là. Je vous assure, quelques temps après, il m'appelle, il me dit, ma soeur, tu sais quoi j'ai dit? Dis-moi. Il me dit, mais la cagnotte est bien fournie. Je lui dis, comment ça? Il me dit, mais on a 75 000 € là-dedans. Ils ont versé et tout ça. Juste un appel. Et on a eu ça. Donc, ils se sont organisés. L'Italie a mobilisé les jeunes architectes pour
pour la construction de cette maison de famille. Parce que c'est quelque chose, c'est un projet, un vieux projet. Ça date de longtemps. Ils m'ont envoyé des esquisses, des plans. Et j'en ai choisi 2. Et après, il fallait, quand ils arrivent sur le terrain, qu'ils me disent, comme ils sont experts en la matière, ils me disent, non, pour ce terrain ici, et par rapport à l'environnement, c'est mieux de prendre ce plan-là. Et les architectes allaient construire, s'occuper de ce projet du début à la fin. Tout ce qu'ils m'ont demandé, qu'ils m'avaient demandé, c'était de mettre l'électricité et l'eau. Ce que je m'apprêtais à faire. Parce qu'on avait un couvent des sœurs. À côté, c'était pas compliqué quand j'ai demandé à l'ingénieur. Il me dit non, ça c'est une histoire de 2 jours, maman. Et après, c'était plus ça. On m'a posé plein de questions. Bon, enfin, je me suis retrouvé devant un blocage au niveau d'ici, au niveau de nos pieds. Et puis j'ai laissé tomber. Je me suis promise de commencer moi-même avec le peu que j'ai. De la même façon que j'ai commencé à construire mon école, je vais vous faire visiter l'école. Et quand on fait une école, c'est du social. C'est une façon aussi d'aider l'État, le gouvernement. Les écoles publiques ne peuvent pas contenir tous les enfants. Pour vous dire que il y a des gens qui sont prêts à aider. Mais il faut les connaître. Il faut savoir les toucher. Il faut qu'ils aient des preuves, surtout des preuves, pour pouvoir donner. Parce que quand ils donnent, c'est pour que ça produise quelque chose de bien. C'est pas pour qu'on mette dans nos poches. Donc ces gens ont besoin du temps. Et tout à l'heure, je disais que vous êtes une preuve palpable. Et vous avez vu la volonté qui m'anime d'arriver à quelque chose. Voilà ce que je peux vous dire. Je ne sais pas si j'ai réellement répondu à votre question. Oui, tout à fait. Donc, le message est passé, il est très clair. Donc, vous êtes ouverte à des partenaires et les partenaires peuvent compter sur vous parce que vos actions parlent pour vous. On n'a pas besoin de certificat d'intégrité, tout est intègre, tout est parfait. Après, bien évidemment, tout n'est pas simple à faire. Il y a toujours des choses qui sont compliquées. Et c'est un SOS que je lance. Bien sûr, parce que même ce qui peut paraître simple, parfois devient compliqué. Mais la vie est ainsi faite. Le principal, c'est d'y aller avec le cœur et avec la foi. Et c'est ce que vous faites, je pense. Il y a quelque chose qui vous horrifie dans tout ça. C'est quoi? Ce qui m'horrifie, c'est le fait qu'on essaye de me relier à mon époux. Mon époux, moi, je n'ai pas de fonction étatique. Moi, je ne suis pas Monsieur Okemba, je suis l'épouse de Monsieur Okemba. Sauf que nous avons le cœur dans la main pour aider les autres. Mais tout ce que je l'ai fait parce que j'ai envie de le faire. D'abord en tant qu'être humain, en tant que mère. Et personne ne vous y oblige? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est spontané. Et ce qu'il fait aussi, c'est il y a son travail, mais à côté de son travail, il continue à aider. Et ça fait qu'on a formé une paire, on fait la même chose, mais j'ai horreur qu'on me relie à lui pour dire, parce que les gens ont tendance toujours à dire, bon, moi j'ai une petite société, en passant, j'ai une petite société de nettoyage. Ça régénère des revenus, même si ça tombe à compte-gouttes, mais avec le peu d'argent que je trouve, je peux faire ce que je suis en train de réaliser. Donc, il faudrait que les gens arrivent à faire la part des choses. C'est pas parce que je suis Madame Okemba que je le fais, c'est parce que je suis une personne qui a l'amour de son prochain, qui a le souci
de pouvoir apporter quelque chose à son prochain, voilà, à l'autre. Alors, on va terminer par une question qui est un peu personnelle à Kemba. Alors, on sait à quel point vous avez perdu un fils, il s'appelle Ghislain, c'est ça? Ghislain, Aristide, ok, bah. Ouais, c'est Ghislain. Et on sait, enfin, on imagine, on ne sait pas, on imagine quelle doit être la douleur d'une maman qui perd un fils. Quand on perd une mère, un père, c'est dans le cours des choses. Quand on perd un enfant, c'est beaucoup plus difficile. Et vous avez donné le nom de Ghislain, donc à l'école qui est au village, qui est une très belle école, magnifique. En fait, la question, c'est quel est votre ressenti par rapport à qu'est-ce qui se passe chez une maman qui a perdu un fils, la chair de sa chair, et qui se bat pour d'autres enfants, et qui a construit cette école. J'imagine que ça doit être un symbole. Quand vous y allez là-bas, vous ressentez sa présence. Sa présence est là. Donc, comment vous ressentez ces choses-là? Comment vous avez vécu ça? Comment vous le vivez aujourd'hui? Au départ, c'était quand même assez dur. C'était assez dur parce que on n'avait pas imaginé faire cette école à son nom. Et on venait, on s'est recueilli sous sa tombe, et puis on repartait. Avec des pleurs, évidemment. Mais depuis un certain temps, on ne pleure plus. Parce qu'il est devenu un monument pour nous. Et cette école, c'est aussi un monument. Parce que elle porte son nom. C'est un sentiment d'apaisement surtout. Un sentiment d'apaisement parce que il est là. Quand on arrive, on est chez Ghislain Aristide Okemba dans cette école. Et on est fiers d'être ses parents. Donc quand le monsieur perd sa femme, on l'appelle veuf. Quand la femme perd son mari, on l'appelle veuve. Mais quand on perd un enfant, comment on appelle les parents? C'est ça la question. C'est un grand vide. C'est des orphelins à l'envers. Oui, à l'envers. C'était, oui, retourner. C'est un très grand vide. Un très grand vide. Pour honorer sa mémoire, nous avons fait ce que nous avons fait. Et on est vraiment apaisé au jour d'aujourd'hui. On est apaisé parce que d'un côté, nous disons aux orphelins, à d'autres enfants, démunis, orphelins, abandonnés, qu'il ne faut pas pleurer. Nous sommes là pour vous. Et si ces enfants nous voient pleurer, on pleure dans notre cœur. Il y a des moments où on a des souvenirs. Ça nous revient, on parle. Mon mari et moi, on parle. Ah, mais tu sais, ah, là, lui, il aurait réagi comme ça. Il aurait réagi comme ça. C'est ça. Ses frères et sœurs l'appelaient Gis et Agis. Donc, du coup, ses amis aussi. Et douloureux, c'est douloureux. C'est une plaie qu'on ne peut pas même estomper. Parce que bon, il est parti. Mais je vous assure qu'on a un tel apaisement aujourd'hui pour avoir réalisé ce qu'on a réalisé en son nom. Et on se dit, il n'est pas mort, il vit toujours. Il est au milieu de nous. Merci Madame Okemba. Merci.